Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Nantes pour la première édition du TechScare Forum France. On est ravis aujourd'hui pour certains de vous revoir ou de vous rencontrer. Cet nouvel événement régional et itinérant a été pensé avec et pour vous, les acteurs de la profession, afin d'abord de vous rassembler, et je pense que vous en aviez tous envie, mais aussi afin d'identifier vos besoins immédiats, d'anticiper vos besoins futurs, de partager vos connaissances et vos expertises, ou simplement, aujourd'hui, d'échanger vos expériences respectives. La période inédite que nous venons de traverser continue d'affecter nos activités, et nous n'en avons pas encore mesuré toutes les conséquences. Je n'en dresserai pas la liste, chacun les pressent ou les connaît déjà. Cependant, ce qui est certain, c'est que cette crise a bousculé nos organisations. Elle a également confirmé ou accéléré les tendances que nous avions déjà observées. Elle nous a obligés à nous adapter et parfois à nous réinventer. Vous avez cependant fait face. Et votre présence aujourd'hui témoigne de votre envie d'aller de l'avant. Ce forum est donc l'outil que nous vous offrons pour relever collectivement les défis à venir. Nous formulons le vœu que celui-ci soit bénéfique à chacun d'entre vous et surtout générateur de solutions innovantes pour vos activités. Aussi, tous les partenaires du forum qui ont répondu présents aujourd'hui et avec lesquels vous échangerez dans les allées se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. Merci de votre attention. Je vais à présent laisser la place à Sandra Minette pour la première conférence de la journée. Sandra ? Eh bien, bonjour à tous. Je ne vais pas crier trop fort. C'est avec un réel plaisir, vraiment, sincèrement, que je vous retrouve tous aujourd'hui sur ce nouveau format de rendez-vous pour la profession. Et je ne doute pas qu'il sera porté par votre enthousiasme, comme je l'espère les prochains TechScare Forum qui seront organisés en région. Cet événement va vous permettre de rencontrer les différents acteurs du secteur de l'entretien des textiles pour échanger, découvrir, je vais enlever mon masque puisque j'ai le droit, découvrir, s'enrichir d'expériences et de bonnes pratiques. S'enrichir, c'est d'ailleurs tout l'objet du cycle des 4 conférences qui sont prévues aujourd'hui et qui débutent par la thématique suivante. Pressing, un retour à l'essentiel ou presque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on va interroger les pratiques avec des clés de lecture qui décryptent efficacement les tendances et les enjeux pour donner un nouvel élan à votre activité. 3 interventions viendront rythmer cette première conférence, avec toujours en filigrane l'idée que changer la perception que l'on a de son travail, des conditions dans lesquelles on l'effectue, peut nous donner l'occasion de se renouveler, voire de réenchanter sa vie professionnelle. Mais attention, sans jamais perdre l'essence qui fait de vous ce que vous êtes. Des artisans, commerçants, avec un savoir-faire. Alors que la crise sanitaire nous donne encore du fil à retordre, plusieurs options s'offrent en effet à vous actuellement. La première, serrer les dents. C'est une option qui est choisie par ceux ou celles qui n'imaginent pas d'amélioration possible de leur situation et qui vivent dans la peur chronique de perdre leur gagne-pain. La deuxième option, un petit peu extrême, c'est de quitter votre travail. Seulement une option valable si l'environnement est devenu totalement insupportable ou si on a vraiment fait le tour de son poste et de son activité. Souvent, on croit l'avoir fait, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ce qui nous amène à la troisième option, réinventer ou remodeler son job. Cette option suppose d'identifier ce qui vous anime en profondeur, d'oser sortir de votre zone de confort, de vous fixer un ou plusieurs défis pour se relancer dans votre travail. Aussi, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier temps de partage. Pour commencer, je vous propose d'assister à un petit match de questions-réponses, histoire de prendre la température sur votre marché, de prendre le temps de relever la tête pour réfléchir ensemble, oser imaginer, semer quelques graines et voir plus loin. Pour cet exercice, je vous demande d'accueillir une personne qui est devenue au fil des ans une figure incontournable de la profession. Lui qui pourtant ne faisait pas partie du sérail, comme on dit. Avec ses bagages professionnels et sa furieuse envie d'entreprendre,
membre du conseil d'administration de la Fédération française des pressings et blanchisseries, primé plusieurs fois pour son engagement et sa réussite professionnelle. Ce patron visionnaire, à la tête d'un pressing, d'une laverie et désormais d'une blanchisserie industrielle, ose. Il ose innover, investir, débattre, défendre. Et c'est pourquoi il a accepté de se prêter au jeu. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Cédric De Keyser, s'il vous plaît. Donc Cédric. Pour démarrer, j'aimerais te poser une question, faire un petit point météo. Quel est le climat des affaires sur le marché des pressings après l'ouragan déclenché par la crise sanitaire ? Le climat, il est un peu comme on peut trouver dans beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, la crise sanitaire n'a été qu'un accélérateur pour aller un peu plus loin dans l'état des sociétés. Les sociétés qui avaient quelques difficultés, ça les a mis encore plus dans la difficulté. Donc aujourd'hui, on se retrouve à avoir notre profession qui déjà avait quelques problématiques avec le nombre de personnes, les habitudes vestimentaires aussi qui changent et autres. Donc on a une autre profession qui a pris vraiment en pleine face ce Covid, comme d'autres, mais qui, comme elle est déjà pas très très bien, a été obligée vraiment d'un coup du jour au lendemain de se dire il faut que je change ou pas, mais il faut que je fasse quelque chose pour continuer à survivre. Donc la profession aujourd'hui, alors c'est assez disparate. On a quelques entreprises qui travaillent dans des grands centres professionnels qui, eux, sont clairement touchés par le fait qu'avec le télétravail ou alors les changements d'habitude, les polo jeans qu'on peut trouver maintenant même à la Défense ont énormément impacté nos confrères. D'autres, dans des plus petites villes, sont très impactés aussi, un peu par les mêmes choses, mais par aussi les habitudes qui changent. Donc voilà, il y a vraiment aujourd'hui un carrefour, un gap qu'il faut réussir à passer en essayant de trouver des solutions. D'accord. On entend beaucoup, effectivement, comme j'ai pu le dire, d'ailleurs, réinventer son métier, ses tendances. On l'entend beaucoup. Mais pour la profession, c'est malgré tout un passage obligé. Comment est-ce que tu vois les choses ? Je vois les choses en se disant que, encore une fois, on n'est pas différent par rapport aux autres sociétés qu'il peut y avoir sur le marché, quel que soit le marché. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir qu'on se dise que nos habitudes et ce qu'on avait tout le temps l'habitude de faire, il va falloir peut-être changer certaines choses et vraiment revenir à la base qui est d'écouter notre client. Alors ça reste très basique et n'importe quelle société a l'obligation de le faire. Mais il y a des moments, ça peut aller en totale contradiction avec ce qu'on fait depuis des années. Chez moi, aujourd'hui, je fais plus de prestations sur des robes de mariée sans repassage qu'avec des robes de mariée avec repassage. Or, quand je commence à dire à mes collaboratrices, les robes de mariée, maintenant, on va proposer aux clients de ne pas les repasser, ils nous disent, mais c'est quand même notre base de faire du repassage. Sauf qu'aujourd'hui, en proposant aux clients de payer un peu moins cher la robe de mariée sans repassage, je fais 2 tiers des robes de mariée comme ça. Et au passage, je fais un peu plus de marge. Et mes collaboratrices passent moins de temps à repasser. Donc c'est l'exemple de prestation où il faut se dire à un moment, voilà, il y a des choses qu'on a toujours fait, il y a peut-être des moments où il faut réfléchir à d'autres choses. J'ai la même chose, par exemple, le même concept sur les draps des gîtes, où j'ai des gîtes qui viennent et qui m'apportent 20 draps. Chez moi, j'ai pas de calandre, donc on fait tout à la main. 20 draps, on leur dit, ok, mais avec tout le travail qu'on a, c'est au moins 15 jours. Ça fait trop tard. Ou alors, on propose autre chose. On fait juste du laver-sécher-plier, on vous les rend en 48 heures, ça coûte moins cher pour vous, et au passage, nous, on fait plus de marge. Et là, le client dit oui tout de suite. Donc en fait, on arrive à capter des nouvelles stratégies, des nouvelles prestations qu'on fait, qui sont un peu en désaccord avec ce qu'on a l'habitude de faire. Et il ne faut pas hésiter de temps en temps à tenter des trucs comme ça, à y aller et à se dire, est-ce que c'est notre business d'origine ? Pas forcément, mais aujourd'hui, c'est ce qui peut marcher. Réinventer son métier, ça peut aussi occulter le fait que malgré tout, vous êtes des experts du textile. On est d'accord ? C'est clair. Alors aujourd'hui, et qu'il faut le rester. Voilà, en fait, si nos clients commencent à avoir le même style de prestation en revenant du pressing que s'ils l'avaient lavé à la maison, on va clairement perdre une partie. Aujourd'hui, on a des clients qui viennent parce qu'ils ont des vêtements trop fragiles qu'ils ne peuvent pas laver eux-mêmes chez eux. Donc là, il n'y a pas de problème chez nous pour les nettoyer. Mais on fait aussi du jean, on fait aussi de la chemise. Si le client récupère une chemise sur laquelle reste un petit peu de tache ou une chemise blanche qui est un petit peu grisaillée, c'est pas le but. On doit revenir, à mon avis, sur le fait de dire on est à la base des artisans. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est notre capacité à apporter un savoir-faire artisanal, à travailler et à faire quelque chose que les clients ne peuvent pas faire chez eux. Ou le feront moins bien. Quand je fais appel à un artisan jardinier, c'est pour avoir un jardin qui est nickel. S'il tombe la pelouse comme moi je le fais, il n'y a pas d'intérêt à avoir un jardinier.
Donc là, c'est la même chose avec le pressing. Il faut qu'on arrive à obtenir des prestations qui sont cohérentes avec le client. Si on a des clients on est dans un espace de clientèle qui est sur du low cost, on fait du low cost, il n'y a aucun problème. Si on est sur du haut de gamme, on fait du haut de gamme, on s'adapte à notre clientèle. Mais par défaut, il faut qu'on soit capable de leur proposer quelque chose et leur donner un vrai service. Sinon, ils n'ont aucun intérêt de venir. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire pour être capable de refaire ce qui est la base de notre métier, tout en ayant ce style d'innovation ou des choses supplémentaires. Là-dessus, par contre, il n'y a aucune recette miracle. Certains d'entre nous vendent des boutons de manchette et gagnent de l'argent avec les boutons de manchette. Je suis dans une ville de 15 000 habitants, il n'y a que moi qui mets des boutons de manchette. Si je leur pique l'idée, je ne fais rien du tout. Donc moi, il y a d'autres choses qui marchent chez moi. Donc la solution miracle dans ce cas-là, pour moi, elle n'existe pas. La seule chose qu'il faut, c'est reprendre du temps pour vraiment analyser notre marché. S'apercevoir qu'autour de chez soi, on a 4 ou 5 haras, ça vaut le coup de commencer à se poser des questions sur comment je peux faire pour traiter les couvertures de cheval. Par contre, ceux d'entre vous qui ont un pressing en plein centre de Paris, la couverture de cheval, c'est peut-être pas la bonne idée, quoi. Alors justement, quand on observe les habitudes de consommation qui ont énormément évolué, est-ce qu'on peut encore dire que l'offre des pressings est adaptée à la demande ? L'offre des pressings est adaptée à partir du moment où, encore une fois, on va vraiment rechercher ce que veut notre client. Aujourd'hui, j'ai commencé, moi, à travailler sur du travail de blanchisserie et j'ai piqué, alors j'espère qu'ils ne sont pas là, mais des contrats à hélice avec mon petit pressing du fin fond de la Vendée qui fait 200 000 € de chiffre d'affaires. J'ai piqué des contrats à hélice. J'ai commencé aussi à travailler énormément sur tout ce qui va être traitement des sinistres. Donc du traitement incendie, on est devenu très très bon là-dedans grâce à nos partenaires GM6 et Crossler. On a très très avancé sur ça et on est devenu vraiment très très bon. Donc aujourd'hui, c'est des business qu'on est allé chercher. Il fut un temps, on avait une belle époque où on était derrière le comptoir, on attendait, c'était il y a 30 ans, et les clients venaient tout seuls et ça rentrait et on n'avait pas grand-chose à faire. Ce temps-là, aujourd'hui, il est totalement révolu. Mais encore une fois, ce n'est pas spécifique au pressing, c'est dans tous les métiers où c'est comme ça. Donc c'est vraiment, encore une fois, à nous d'aller chercher, de s'intéresser à ce qui est autour de nous et de se dire, voilà, il peut y avoir une troupe de théâtre, il peut y avoir un rat, il peut y avoir, je sais pas, une collectivité qui a besoin de relocaliser, parce qu'avec la pandémie, c'est important de localiser, une collectivité qui va avoir 4 ou 5 vêtements de travail, des vêtements d'utilité, un garagiste. Et c'est ce qu'il faut aller chercher aujourd'hui. D'accord. Donc là, tu parles des nouveaux débouchés, ou en tout cas des débouchés possibles que les exploitants, vers lesquels les exploitants peuvent s'orienter, autres que le marché des particuliers. Mais est-ce que c'est vraiment possible pour un petit pressing d'aller chercher des marchés comme le vêtement de travail face à une blanchisserie industrielle qui est implantée là depuis longtemps aussi ? C'est tout à fait possible parce qu'en fait, l'intérêt de nos structures, on est quand même en grande majorité des petites structures. Certains d'entre nous ont des tailles de sociétés intéressantes avec plusieurs dizaines de pressings, mais la majorité d'entre nous est quand même encore indépendant. Et l'intérêt dans ce cas-là, c'est que on n'a pas 2 heures pour réfléchir à une idée et savoir si tout le monde est d'accord et aller poser des questions dans tous les sens. Donc le jour où moi je me retrouve en face, par exemple, d'Hélice pour aller chercher un contrat, j'ai rien contre eux, hein, ça aurait été un autre, ça aurait été pareil. Mais quand je vais chercher les contrats par rapport à eux, ce que voit le client en face, c'est la réactivité, c'est la souplesse, c'est le fait que je m'adapte à lui et que je peux venir 2 fois par semaine s'il préfère. Donc à la fin, il aura un trousseau de vêtements moins important. Donc le surcoût qu'il va avoir avec le pressing, puisque clairement, bien entendu, mon coût de production est bien plus cher que celui d'Hélice. Mais par contre, le fait d'être à côté, ça me permet d'y aller 2 fois dans la semaine. À la fin, on en revient à un prix cohérent. Je suis le moment où il va pouvoir m'appeler un soir à 10h en disant « il me faut absolument des vêtements pour demain ». Ouais, il n'y a pas de problème, moi je peux le faire. Il n'y a pas de souci, je suis juste à côté. Donc c'est là-dessus qu'on va se battre. Et aujourd'hui, on a un marché énorme qui est les collectivités. Toutes les collectivités aujourd'hui veulent relocaliser, veulent bien se revoir en disant « vous avez vu, j'ai aidé le petit commerçant du coin ». Quand la pandémie est arrivée, c'était un moment où, soyons clairs, hein, s'il y avait fallu, j'aurais vendu des voitures, du café en poudre, n'importe quoi. Il fallait sauver ma boîte à ce moment-là. Je me suis mis à vendre des masques. On a travaillé avec GM6 sur ça. Je suis allé voir tout de suite, on a discuté, on a pu avoir des masques par leur intermédiaire. On s'est mis à vendre des masques. Et d'un seul coup, la ville où j'habite m'a dit « on a besoin de 5000 masques, tu peux faire ?» Ouais, je peux faire. Ouais. Je raccroche, j'appelle Antoine, je fais « il me faut 5000 masques, là, il faut trouver une solution. » On a trouvé les 5000 masques. Et donc là, la collectivité s'est dit « ok, mais il y a 2 choses que tu peux faire. » Je dis oui, je peux aussi par exemple travailler, on peut désinfecter, on va avec Crossler, ça marche, on peut faire quelque chose. Les blouses d'école par exemple, oui, les blouses d'école, pas de problème. Donc maintenant, je traite 500 blouses d'école par semaine et ça fait 1 an et demi.
Donc là, je ne dis pas que c'est quelque chose qui va se pérenniser, puisqu'il y a un moment où le Covid va s'arrêter, il y aura plus besoin là, mais toujours est-il que c'est vers moi qu'ils sont tournés, parce que moi je suis juste à côté. Et ils peuvent venir déposer à 8h 150 blouses et les récupérer à 11h. Non cravache comme des fous à ce moment-là, mais soyons clairs, hein, c'est de l'argent qui est très bien rentré, sur lequel on marche très très bien. Donc là, il y a une mine de clientèle à aller chercher qui est énorme. Donc surfer finalement sur la tendance du on veut consommer local, le Made in France, voilà, on n'en parle pas là, mais c'est un petit peu dans la même veine. Donc c'est ce que tu... Oui, tout à fait, parce que là, les collectivités se sont clairement rendues compte qu'il y avait ça, mais pas que. C'est-à-dire que même nous, dans nos achats en tant que privés, on s'est dit, finalement, pourquoi j'irai encore continuer à acheter des trucs sur Amazon alors que je peux avoir quelqu'un de chez moi qui le fait. Alors certes, c'est peut-être un peu plus cher, mais par contre, c'est aussi un client, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, cette proximité, c'est quelque chose qui revient finalement un petit peu à la mode, et tant mieux. C'était logique de le faire, mais maintenant, ça devient presque une mode. Donc on peut surfer là-dessus. Et donc de ce fait-là, aller voir les industriels, c'est la même chose. Et moi, aujourd'hui, je travaille pour des industriels qui ont 10, 15 salariés équipés en vêtements de travail, et avec qui ça se passe super bien. Et ils acceptent la faiblesse de la petite structure qui est qu'on va prendre un peu plus de temps, qui est qu'on va cafouiller un peu à certains moments, parce qu'on va pas aussi performant que d'autres, qui fait que si moi, mon véhicule de transport est en panne, je suis en retard parce que je dois prendre ma voiture perso, contrairement à d'autres structures qui sont bien mieux organisées. Mais à côté de ça, ils ont aussi toute la souplesse qui fait qu'encore une fois, ils m'appellent, ils m'envoient un SMS à 21h, le lendemain, ils ont leurs vêtements. Et ça, il n'y a que nous, local, qui sommes très souples, qui pourront faire ça. Ok. Tu parlais tout à l'heure de la gestion des sinistres. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est que auprès des professionnels, souvent, ça apparaît comme quelque chose qui fait un petit peu peur. Ça a l'air fastidieux, compliqué. À tort ou à raison, alors finalement, puisque toi, tu pratiques la gestion des sinistres? Alors, selon mon avis à moi, c'est à 200% à tort. Et puisque tu dis que c'est un débouché en plus intéressant. Sans clair, aujourd'hui, c'est 20% de mon chiffre d'affaires, les sinistres. Les sinistres, on va récupérer. Alors, il faut travailler avec nos prestataires de produits lessiviels sur les produits à utiliser, sur les programmes à utiliser sur les machines. Mais aujourd'hui, les sinistres et les ventes de masques, ça m'a sauvé du Covid. S'il n'y avait pas eu ça, je ne sais pas si j'aurais pu continuer ma société. Les sinistres, aujourd'hui, c'est une mine d'or. Il faut le travailler sérieusement. Encore une fois, le prestataire avec qui je travaille est une société qui nettoie sur le département les maisons quand un sinistre est arrivé. Il fait partie d'un très grand groupe dans lequel ils ont une société de blanchisserie. La première fois que j'ai discuté avec lui, il me dit « t'es 1,5 fois plus cher ». Je dis « ouais, c'est clair ». Donc là-dessus, on ne se mettra pas. Par contre, je vais faire l'inventaire et si l'expert refuse, tu ne paieras pas l'inventaire. Je ne vais te faire payer que les vêtements qui ont été réussis. Ce qui fait qu'il y a des moments, pour être honnête, où je ne gagne pas forcément beaucoup d'argent parce que le ratio n'est pas suffisamment élevé. Et je vais par contre m'assurer d'un point, c'est que quand tu vas récupérer le vêtement, comme moi je suis vraiment expert en entretien du textile et que je suis un pressing qui est capable de travailler sur des vêtements très fragiles, les vêtements que tu vas récupérer, tu ne te poseras pas de questions. Quand tu ouvriras la hausse, il n'y aura pas la moindre odeur de fumée. On a commencé avec du vêtement qui était plutôt du jean, de la chemise, ça se passait très très bien. On monte un peu en température, ça roule très bien. Et d'un coup, on a eu un immense incendie, 950 pièces qui sont arrivées du jour au lendemain, 5 heures d'inventaire. Et on commence à faire les premiers essais, taux de réussite 2%. Donc ça veut dire que comme moi je ne fais pas payer, catastrophe. À ce moment-là, coup de fil à Chrysler, ils sont venus passer 2 jours chez moi, on a travaillé, on a poussé. Quand ils sont partis, 98% de réussite. On a tellement passé de temps à faire des tests dans tous les sens sur les vêtements que sur cet incendie-là, on n'a pas gagné d'argent. Mais maintenant, je fais 4 000 € tous les mois d'incendie. Et on est arrivé à un niveau avec les prestations qu'on a mis en place et les programmes qu'on a mis en place où grosso modo on prend dans la machine, on met dans la machine, on ressort, c'est bon. Sur ces vêtements-là, ok, il y a 4-5 heures d'inventaire, mais par contre il n'y a pas de réception à faire. Si je veux récupérer 200 vêtements avec 150 clients, c'est-à-dire qu'il y a 150 réceptions. 150 fois, on passe du temps à discuter, à dire bonjour, à demander comment ça va la famille, à faire payer et à passer énormément de temps. Alors que sur un incendie comme ça, on récupère d'un coup 200 vêtements. Donc on gagne un temps final sur la réception. Moi, je ne facture pas plus cher la prestation, mais par contre, comme je gagne du temps sur la réception, on marge énormément sur ça. Ok. Alors, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, je vous le glisse maintenant, qu'il y aura une session de questions-réponses, évidemment, avec les intervenants à la fin des 3 interventions. Cédric, je te remercie. On est pris par le temps, puisque chacun n'a que 15 minutes. Mais voilà, on aura le temps de poser d'autres questions à la fin. Donc, vous l'avez compris, hein, comme l'explique Cédric, il n'y a pas de vérité absolue. Évidemment, chaque cas est unique, comme vous. Mais prendre le temps de s'interroger en se posant une simple question, pourquoi, est le préalable indispensable, la condition essentielle pour porter un nouveau regard sur votre activité, acquérir en quelque sorte une forme de sagesse.
pour mieux rebondir, devenir acteur de votre projet. Partant de ce constat, c'est avec un œil un peu plus avisé que je vous propose d'aborder sans plus tarder la deuxième intervention qui est consacrée à la digitalisation du métier. Pourquoi est-ce inévitable ? Comment la mettre en œuvre ? Pour vous éclairer et vous aider à accélérer votre business, je vous demande d'accueillir Caroline Le Sen, qui est conseillère numérique à la CCI de Nantes. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Donc bonjour à tous. Effectivement, moi je ne suis pas une spécialiste et une experte du marché du textile et de l'entretien textile, contrairement à Cédric. Mais en revanche, j'accompagne plein d'entreprises sur notre beau territoire de Loire-Atlantique dans leur digitalisation. Des points de vente, des commerçants, mais aussi des industriels. Et Sandra m'a sollicité pour venir vous rencontrer aujourd'hui et vous faire une petite rétrospective sur la digitalisation de votre entreprise. Voilà, par où commencer, comment la mettre en place et en quoi elle est effectivement inévitable. Alors, elle est inévitable. J'aurais pu choisir des tas et des tas d'autres statistiques. C'est pas ce qui manque, les statistiques. Elle est inévitable parce qu'on est toujours plus nombreux à être connectés. Donc, forcément, et vous et vos clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Voilà, rien qu'en France, on est environ 50 millions à se connecter et à être actifs sur les réseaux sociaux, soit plus de 75% de la population. On est également toujours plus souvent connectés. Ça fait un petit peu peur d'ailleurs, 5h37 de temps passé en moyenne sur Internet, 2h17 depuis un mobile. Je pense que vous avez sans doute autour de vous des ados, des jeunes adultes qui font d'ailleurs monter follement ces statistiques vers le haut. Et c'est cette jeune génération qui change aussi dans ses usages à la fois sur Internet mais ailleurs et à laquelle vous êtes forcément confrontés dans vos réflexions pour adapter votre offre à cette nouvelle demande. Et dans cette digitalisation, on a évidemment quelques usages ou acteurs dominants, donc des incontournables. Premier incontournable, 86% des personnes recherchent l'entreprise ou le commerce sur Google Maps. Voilà, soit avant d'y aller, soit parce qu'ils sont à un instant T, à un endroit et ils cherchent un service de proximité. 84% des internautes, également très important, font autant confiance aux avis en ligne qu'à une recommandation d'un proche. Donc là aussi, je pense que dans vos professions comme dans d'autres, certes, le bouche à oreille est important, mais être visible sur Internet et être visible avec des avis positifs, c'est très important également. Et enfin, toujours pour souligner ces usages ou ces outils dominants, Facebook, évidemment incontournable. Il est le réseau le plus utilisé en France, même si il est un peu boudé par les jeunes adultes. Il reste pour le moment dominant. Ça veut peut-être dire qu'à un moment, il y aura d'autres réseaux sociaux qui émergeront et qui viendront un petit peu tempérer cette domination de Facebook. Mais aujourd'hui, il est incontournable. Il n'y a pas de question à se poser concernant sa présence sur Facebook. Donc finalement, la question n'est pas vraiment de savoir s'il faut se digitaliser, mais plutôt par où commencer. Donc comme j'ai un timing un petit peu court, je ne vais pas pouvoir forcément détailler ce qui me semblait important, c'est-à-dire les 5 indispensables. D'ailleurs, vous êtes certainement à avoir déjà abordé ces 5 indispensables. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous parler plutôt de la base de données et de la gestion des avis clients. Évidemment, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, d'abord il y aura la séance des questions-réponses et puis ensuite, à l'issue de cette conférence, on pourra échanger ensemble sans problème. Sur la base de données clients, je crois que je vais un petit peu redire ce que nous a dit Cédric, c'est-à-dire que c'est indispensable, vos datas sont vos pépites. Donc nous, on parle de data parce qu'on a notre jargon de digitaux, mais c'est ce qu'on appelle la connaissance client, l'écoute client,
d'avoir une vision un peu 360 de qui sont vos clients. Et ça passe inévitablement par une collecte de données. Elle peut s'organiser de différentes manières, hein, on va l'aborder, mais le digital peut évidemment concourir à mieux connaître vos clients et à mieux appréhender aussi la transformation de ces clients, puisque les clients d'hier ou d'avant-hier ne sont pas effectivement ceux d'aujourd'hui et ne seront pas ceux de demain. Donc c'est important de voir ces clients évoluer et les datas vont concourir à vous éclairer. Donc la base de données client, une définition assez simple, hein, c'est un outil qui vous permet de recenser toutes les informations relatives à vos clients, que ce soit des informations purement identitaires, état civil, mais surtout des informations de comportement, d'attente, d'usage, de déplacement, etc., etc. Donc pourquoi est-ce qu'elle est essentielle ? Tout simplement pour mieux connaître vos clients, parce que vous allez gagner aussi en efficacité, qualifier plus facilement vos clients. Et puis le but ultime dans tout ça, c'est de les segmenter. Donc souvent, vous avez des intuitions. On l'a vu tout à l'heure sur des choses qui peuvent permettre de se transformer, l'observation de son environnement. Est-ce que j'ai des centres équestres à proximité ? Est-ce que effectivement, parmi mes followers sur Facebook, je vais retrouver telle ou telle typologie de clients ? Donc le digital, au-delà de l'observation et de vos intuitions, peut venir en fait confirmer ces intuitions, les objectiver par des chiffres et venir confirmer peut-être que vous pourrez aller développer telle nouvelle offre auprès de tel nouveau segment. Donc c'est ça l'intérêt de la base de données client. Donc généralement, ce que l'on fait, une fois qu'on a cette base de données client, c'est qu'on travaille sur des personas. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une parfumerie, mais on pourrait avoir parmi les personas des exemples qui collent un petit peu plus à votre environnement, le particulier, l'entreprise, la collectivité qui a des demandes pour ses écoles ou des CFA qui ont des apprentis en boulangerie. L'idée, c'est vraiment à partir de cette base de données client, de segmenter, de définir des profils types. En termes d'âge, en termes de géographie, en termes de comportement. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ces personas, eh bien, vous allez pouvoir définir des parcours clients et évidemment définir votre calendrier éditorial et la façon dont vous allez vous adresser à ces clients sur les supports digitaux pour les faire venir chez vous et pour leur proposer vos offres. Alors, plusieurs façons pour constituer une base de données client. Il y a plein de façons de le faire. Vous le faites peut-être déjà en magasin. J'ai accompagné pas mal de commerçants qui dématérialisent le ticket de caisse. En fait, c'est un peu un prétexte, la dématérialisation du ticket de caisse. Ça leur permet de récupérer des adresses e-mail. Je vais vous envoyer le ticket de caisse sur votre adresse email. Et au passage, effectivement, ils ont renseigné leur base de données clients. Ils font aussi souvent la même chose avec des numéros de téléphone portables. Donc, ça permet d'enrichir sa base de données clients. Avec certes des données basiques, puisque là, on va pouvoir collecter qu'un seul email. Ensuite, il y a d'autres façons de le faire que vous utilisez peut-être. La fidélisation, avec des cartes de fidélisation. Qui permettent de récolter de la data client, des jeux concours qui peuvent être organisés sur les réseaux sociaux, par exemple, des systèmes de parrainage aussi. Ça peut permettre de récolter des nouveaux clients et de nouvelles data. Voilà un peu tout le panel dans la manière de pouvoir récupérer des bases de données clients. Du coup, j'avais un petit peu envie de faire un sondage à main levée. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déployé sur leurs entreprises des bases de données qui leur permettent d'avoir cette vision 360 et cette connaissance client ? Est-ce que vous voulez bien vous faire connaître en levant la main ? Est-ce que vous avez déployé ce type d'outil ? Ok. Un peu plus haut pour qu'on vous voit bien. Ok. Et est-ce que en quelques mots, vous pouvez nous dire ce que vous en faites, comment vous utilisez en fait ces datas au service de votre business ? En sachant qu'il nous reste moins de 5 minutes, Caroline. Oui.
c'est assez compliqué avec La digitalisation peut vous aider peut-être effectivement à les faire venir 2 fois par an. Mais également, moi, quand je prends ces données-là, je ne suis pas censé les utiliser pour des données commerciales. Et donc là, il faut mettre en place Le RGPD. et puis voilà, la CNIL et ainsi de suite. Donc ça devient un peu plus compliqué. Ok, très bien. Caroline. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, j'avance Ouais, alors, ouais, ok. ouais, on arrive au bout là. Ok, donc il y a plein de solutions, hein, les outils pour vous aider. Je ne vais pas les détailler, c'est pas le but aujourd'hui, mais il y a plein de solutions. Elles sont souvent gratuites, donc c'est pas un souci d'aller vers des solutions. Ces solutions, elles vous permettent à la fois d'aller chercher ses clients par emailing, mais aussi par SMS, sachant qu'on a des très très bons retours, hein, sur les SMS avec des taux d'ouverture qui sont excellents, et puis aussi une mémorisation de l'offre qu'on n'a pas forcément aussi avec les emailing. Donc, le deuxième indispensable dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la e-réputation. Donc, la e-réputation, c'est quoi? C'est la somme de ce qu'on dit de vous sur la toile. Ce sont aussi bien les avis, ce sont aussi bien l'image qui est véhiculée de vous ou subie d'ailleurs. Donc, vraiment, c'est tout ce qu'on peut lire à votre sujet sur Internet, quel que soit l'auteur. Bon, généralement, vous connaissez, hein, les avis s'expriment au travers différents éléments d'appréciation portés sur vos offres, vos produits, ou tout simplement la qualité de votre accueil ou l'ambiance de votre établissement. Et surtout, ce qui était important de vous dire aujourd'hui, c'est que les avis consommateurs, eh bien, ils ont un impact évidemment très important sur le comportement d'achat. Et on va le voir là tout de suite. Il faut retenir que 84% des internautes font autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations de leurs proches, que 90% des internautes lisent au moins, j'ai oublié le au moins, 10 commentaires avant de se faire leur idée sur un établissement local. Hein, donc là, je ne parle pas des dernières Nike ou du dernier t-shirt sorti par Adidas. Hein. Je parle d'une tendance de fond qui touche absolument toutes les activités et toutes les entreprises. Et puis, ils accordent également, les internautes, une grande importance à la note globale, hein, c'est-à-dire la somme des avis. Est-ce que vous êtes en 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles et effectivement, il y a aussi des internautes qui vont encore plus loin. Ils ne sont que 22% aujourd'hui et ils vont regarder si vous répondez aux avis. Et ça va déterminer effectivement le choix entre tel ou tel établissement. Donc, je vous engage fortement à mettre en place une solution qui vous permette de gérer vos avis clients, puisqu'on a vu que c'était une tendance de fond. Donc là aussi, je ne vais pas pouvoir vous détailler l'ensemble des solutions, mais globalement, pourquoi on met en place ces gestions d'avis, pourquoi on accompagne les entreprises et on les encourage à passer à l'action, parce que ça permet d'aller attester de la qualité des services que vous proposez, de créer une proximité aussi avec vos clients si vous leur répondez. Certes, vous leur répondez en magasin, mais forcément, sur la toile, ils y seront également sensibles à cette proximité. On revient autour de ces valeurs de proximité. Et vous faites aussi de vos clients un ambassadeur incontournable, puisqu'ils parlent de vous. Donc, vous attirez des prospects. Et l'inconvénient, parce qu'il y en a, c'est que vous vous exposez aux avis négatifs, mais de toute façon, même si vous ne vous exposez pas, ils vont venir spontanément, les avis, sans que vous y attendiez. Donc, d'où cette nécessité de les contrôler, d'accepter que malheureusement, une personne aujourd'hui peut parler de vous sur la toile, mais ne vous dira pas la même chose au comptoir. Donc ça, c'est assez frustrant, hein, de se dire que on aurait peut-être pu régler ce différend autrement qu'en l'exposant sur la toile. Il faut l'accepter et y répondre, voilà, pour que votre image de marque ne soit pas dégradée. Caroline, donc, je vais vous demander de conclure, je suis désolée. Oui, non, il n'y a pas de problème. Donc, on ne verra pas le mode opératoire.
Mais on pourra en reparler Oui, dans tout la à fait. session de questions-réponses. Et effectivement, en résumé, il y a une plateforme qui est incontournable pour gérer votre e-réputation, c'est Google My Business. Et je vous invite fortement à être présent sur cette plateforme. Et elle contribue à la fois à votre réputation, mais aussi au référencement de votre activité. Donc pour conclure, on a vu que 2 indispensables sur les 5. Je suis pressée par le temps, mais je suis à votre disposition pour évidemment répondre à vos questions sur d'autres indispensables qui peuvent vous aider à digitaliser votre point de vente. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Je suis vraiment navrée. C'est vrai que ces 15 minutes sont très frustrantes, finalement. Heureusement qu'on aura un petit temps d'échange tout à l'heure. En tout cas, quelques chiffres quand même qui donnent un petit peu le tournis. Et puis surtout une intervention sur la digitalisation qui n'est pas sans interpeller sur un autre volet, en l'occurrence celui des compétences. Donc pas de panique, évidemment. Tout s'apprend. Et évidemment, on peut toujours se faire aider. D'ailleurs, la CCI propose justement des formations à cet effet. Et la formation, c'est d'ailleurs le thème de la 3e intervention. Se professionnaliser encore et toujours plus. Parce que vous n'avez pas d'autre choix, d'abord, face aux évolutions réglementaires, sociétales, ou même simplement environnementales ou techniques. Vous devez continuer à apprendre et à vous former pour à la fois garantir la qualité de vos prestations, bien sûr, mais aussi votre sérénité, tout simplement, en tant qu'entrepreneur. C'est pas simplement savoir bien repasser, évidemment. Être patron, c'est tellement d'autres choses aussi. Et c'est d'ailleurs ce que Pascal Allaire va vous expliquer. Donc Pascal, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même la présenter, bien évidemment, consultante, formatrice indépendante avec plus de 30 ans de métier. Évidemment, on la connaît aussi pour sa jolie médaille de meilleure ouvrière de France en tant qu'apprêteur, nettoyeur, teinturerie. Et puis sa passion chevillée au corps pour ce métier qui la pousse aussi à être responsable métier sur le concours des meilleurs apprentis de France. Donc, pareil, alors avec Pascal, même punition qu'avec Cédric, on va se livrer à un petit jeu de questions-réponses. Donc Pascal, ce que j'ai envie de savoir finalement, est-ce qu'on n'est pas un apprenti toute sa vie ? Alors le micro bien devant, s'il vous plaît. Oui, un peu plus, voilà, plus haut, c'est pour la captation du son. Ah non, c'est pour la captation vidéo, il va falloir le micro. Ouais. Moi, je t'entends pas. Allô ? C'est bon ? Ah, c'est mieux. Voilà. Ouais. Bonjour à vous. Donc, je demandais si finalement on n'était pas un apprenti toute sa vie. Moi, je pars du principe que oui, on est un apprenti toute sa vie. Je continue à apprendre, je continue à suivre des formations. J'ai suivi des formations pour rentrer dans le métier. J'ai suivi des formations quand je me suis préparée au concours du meilleur ouvrier de France. Et aujourd'hui, je suis encore des formations diverses et variées. Je vais rebondir sur Caroline. J'ai profité du Covid pour suivre une formation sur gagner en efficacité avec le digital, qui m'a appris à mieux utiliser LinkedIn, Facebook un petit peu, mais bon, c'était surtout LinkedIn et ma veille stratégique. Voilà. Donc, je suis encore des formations sur le repassage des coiffes folkloriques. Voilà. Je pense qu'on apprend toute sa vie, y compris après un titre. Et justement, j'aime me remettre en cause. Et donc, on a toujours à apprendre. Bon, donc tu confirmes qu'on est bien un apprenti toute sa vie finalement. Exactement, on est un apprenti toute sa vie. Alors donc, quel bénéfice à continuer à se former comme ça tout au long de sa carrière ? Ça me permet de gagner de nouveaux marchés, de gagner en confiance aussi par rapport à mes clients, de mieux démarcher certains prospects. J'ai besoin de rester dans l'actualité du marché, un changement de solvant. Je ne vais pas traiter un changement de process, je ne vais pas traiter un nettoyage à l'eau comme un nettoyage à sec. Donc j'ai besoin de me former sur les produits, sur les nouvelles machines, sur ce qui arrive. La réglementation change, vous l'avez dit, donc il faut être toujours informé de cette nouvelle réglementation, et donc du coup, information égale formation. Donc voilà.